L'élection présidentielle au Cameroun, c'est dimanche. Au pouvoir depuis 1982, Paul Biya se présente pour un 7e mandat. Face à lui, 8 candidats de l'opposition. Le pays est fragilisé par plusieurs fronts. La crise anglophone, la menace de Boko Haram, une économie fragile. 2 journalistes nous livrent leur analyse sur les enjeux. Théophile Kouamouo, journaliste aux médias. Laurent Larcher, chef du service Afrique à la Croix. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, fin de campagne pour les candidats. Théophile Kouamouo, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette campagne ? Disons que ce qu'on retient, c'est que, enfin, le peuple camerounais se réveille. C'est-à-dire que lors des campagnes électorales précédentes, les élections étaient une sorte de formalité administrative qui n'intéressait pas grand monde. Les meetings de l'opposition, notamment de Maurice Kamto et de Cabral Libye, sont courus et cela montre quand même une envie de changement de la part de la jeunesse. Bien entendu, les forces conservatrices demeurent, elles sont bien ancrées dans le pays. La jeunesse n'est pas tout, cette jeunesse n'est pas l'ensemble du Cameroun, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, le goût à la politique, de la politique qui est revenu. Et je pense que c'est vraiment la principale leçon de cette campagne. Et Laurent Larcher, la campagne s'est aussi jouée sur les réseaux sociaux. C'est nouveau ça au Cameroun ? Alors, c'est pas nouveau, mais on assiste à une accélération du processus et du phénomène de manière assez spectaculaire, c'est absolument évident. Je crois que sur Facebook, au Cameroun, il y a à peu près 3 millions de comptes Facebook. Et c'est devenu, pour les candidats, et notamment pour les nouveaux candidats, un terrain privilégié pour toucher, conquérir évidemment les plus jeunes qui sont les plus sensibles aux réseaux sociaux. J'ajoute que Paul Biya s'est aussi mis sur ses réseaux sociaux, en tout cas ses équipes. On a vu récemment des tweets venant de Paul Biya. Alors de temps en temps, déjà il en sait un comme ça, mais il semble qu'il a multiplié un tout petit peu sa présence aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Et que faut-il y voir par exemple derrière le soutien de l'ex-footballeur Samuel Eto'o pour Paul Biya? Je pense que la stratégie de Paul Biya, c'est de compenser un peu sa faiblesse du côté de l'électorat jeune en sortant des figures jeunes qui sont charismatiques. Je ne pense pas que ça change grand-chose parce qu'après tout, les électeurs ne sont pas non plus des moutons. Mais ça indique également que les sportifs africains veulent se recaser et utilisent les armes classiques de la bourgeoisie africaine pour se positionner. Alors la crise anglophone pèse sur cette élection. 400 civils ont perdu la vie depuis 2016. 160 soldats et gendarmes sont morts, 2000 déplacés. Théophile Kouamouo, l'option militaire choisie par Paul Biya a montré ses limites aujourd'hui. Alors moi je pense qu'il faut distinguer au Cameroun, quand on parle de la crise sécuritaire, la question de Boko Haram dans le nord, à l'extrême nord, et la question anglophone dans l'ouest. Effectivement, je pense que la seule réponse à des actes de terrorisme, c'est une réponse sécuritaire. C'est vrai qu'il peut y avoir des discussions à la marge, mais en réalité, il s'agit plutôt de couper une éventuelle sous-population d'un soutien à ces terroristes-là. 200 000 déplacés, non 2000, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'en fait, l'option militaire contre Boko Haram, elle est appréciable. Et je pense que l'armée camerounaise a été à la mesure de l'enjeu, parce qu'on a vu dans d'autres pays quand même les armées faiblir et se déliter face à la menace terroriste. Maintenant, il faut savoir si elle sera à la mesure de son rôle républicain. Parce qu'une armée, ce n'est pas une bande de soudards, c'est un corps qui obéit à des lois, et on voit bien qu'une armée qui ne pose pas cette exigence républicaine au cœur de ses méthodes dérive très vite dans les exactions qu'on a vues aussi dans le nord, mais aussi à l'ouest dans la crise anglophone. Et ça, c'est dommage, parce que l'armée camerounaise donnait envie d'être fière d'elle sur le sujet de la lutte contre Boko Haram, et elle ne se fait pas du bien à elle-même quand elle se livre à des exactions. Et Laurent Larcher, quels sont les candidats de l'opposition qui ont marqué par leurs propositions pour résoudre cette crise anglophone notamment? Alors, il y en a quelques-uns, mais je voudrais quand même revenir, si vous voulez bien, sur l'armée. Moi, je ne partage pas exactement votre avis. Moi, j'ai l'impression que l'armée, par son attitude, accentue la crise, non seulement du côté des anglophones, mais aussi du côté du Grand Nord Cameroun, enfin face à Boko Haram. On a quand même pas mal d'informations selon lesquelles, lorsqu'ils investissent certains villages dits liés ou affiliés à Boko Haram, ils y vont quand même assez fortement. Absolument, je ne suis absolument pas en train de remettre en cause ce constat. Ce que je dis, c'est que... Je finis si vous voulez bien. Et en fait, ils font, je le crains en tout cas, la même erreur que les Nigériens, c'est-à-dire de frapper très fort, de sorte qu'au lieu d'unir les populations civiles derrière le pouvoir central, ils entraînent par des réactions
disproportionnée des jeunes gens dans le camp qu'ils combattent, dans le camp d'en face. Je crains qu'on assiste au nord du Cameroun, ce qu'on voit malheureusement au Nigeria, c'est-à-dire une armée et des forces de sécurité qui, par la violence de leur réaction, nourrit et contribue à remplir et à renforcer Boko Haram dans ces Absolument, positions. je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut absolument respecter les droits de l'homme pour une armée qui veut gagner la bataille des cœurs aussi. Mais ce que je constate, c'est que à un moment donné, du développement de la crise et de la contradiction avec Boko Haram, l'armée camerounaise a pu remporter des batailles qui ont pu donner l'impression qu'il y avait quand même une armée au Cameroun. Parce que quand on a vu l'armée malienne ou même l'armée burkinabé s'effondrer face au péril djihadiste, il y a eu quand même un certain sursaut au Cameroun de fierté vis-à-vis de cette armée qui aujourd'hui se retourne en fait contre les populations civiles dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, en pays anglophone où la question est politique et ne peut être réglée qu'en des termes politiques. Et quelle proposition de l'opposition pour résoudre cette crise? Je voulais juste ajouter une chose. Vous avez annoncé 400 morts du côté des civils. Il faut quand même voir que c'est les forces de sécurité qui sont responsables de ces morts. Alors, ce sont des chiffres d'ONG. Vous imaginez 400 morts du côté des anglophones? Ça n'a absolument pas du tout, ça ne contribue absolument pas, je le crains en tout cas, à la résorbation à la solution du problème anglophone. Mais au contraire, ça accentue la balkanisation, en tout cas le divorce entre les communautés. Ça nourrit le discours des radicaux des deux côtés et ça justifie malheureusement la crise à laquelle on voit. On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord, il faut qu'on avance. Alors le vote dans ces deux régions pose question, les séparatistes menacent de frapper. Comment le gouvernement tente de rassurer les populations, Théophile Kouamouo? Je pense que la meilleure manière de rassurer les populations aurait été de reporter l'élection, de régler la crise anglophone et de faire des élections dans un pays apaisé. Ça n'a pas été le choix. Aujourd'hui, il faudrait qu'un gouvernement se légitime par la voie des urnes pour affronter cette question. Mais quand on regarde le scrutin au Cameroun, qui est un scrutin à un tour, qui finalement ne consacre pas une légitimité, mais une sorte de premier choix parmi des minoritaires, ce scrutin ne donne pas une sorte de relégitime pas celui qui est là ou ne légitime pas celui qui va venir là, au point d'engager un dialogue avec les anglophones. Malheureusement, il faudra plus qu'une élection pour aller au travers de cette question. Alors j'aimerais qu'on aborde un autre dossier, le front sécuritaire, la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Alors 150 civils et au moins 18 militaires ont été tués en 2018. Laurent Larcher, est-ce que le gouvernement a contenu cette menace ces derniers mois de Boko Haram? Alors, si on en croit à nos informations, oui, effectivement, il y a moins d'attaques. Les forces de sécurité ont réussi à repousser le front, mais on parle aussi de négociations avec les uns et les autres, voire d'achat de la paix. Mais surtout, il faut bien voir que Boko Haram, ce n'est pas la cause de la crise, c'est un effet d'une crise beaucoup plus profonde, qui est une région, le nord, qui se sent totalement marginalisée par le centre, enfin par le pouvoir en place, et qui essaye de survivre comme elle peut, face encore une fois à des situations, une crise économique, sociale très très importante. Boko Haram est un peu, comment dire, vous savez, au Moyen-Âge, on utilisait un peu les béliers pour entrer, enfoncer la porte du château fort pour que les paysans qui étaient autour du château puissent à leur tour bénéficier du repas et du banquet du Seigneur. Boko Haram, j'ai l'impression en tout cas, est un peu utilisé et instrumentalisé en ce sens, c'est-à-dire une manière de crier au nom, enfin comment dire, de trouver une solution à une crise qui est d'abord une crise sociale et une crise de justice. Vous êtes d'accord sur l'instrumentalisation de Boko Haram, Théophile Kouamouo? Oui, je pense que dès lors que les espaces politiques sont verrouillés, la nature ayant horreur du vide, des entrepreneurs religieux prennent la place finalement des figures politiques qui auraient pu proposer et amorcer un changement. Effectivement, s'il était possible d'ouvrir la scène politique, de démocratiser plus profondément les institutions, effectivement, cela enlèverait des arguments à ceux qui peuvent être tentés par des impasses comme Boko Haram, parce qu'il faut dire que ce type d'irrédentisme est une impasse absolue. Et justement, il y a eu cette vidéo de nos confrères de la BBC Afrique sur l'exécution de 2 femmes. Qu'est-ce que ça dit de l'armée camerounaise, de Laurent Larcher? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez là une armée qui se comporte de manière extrêmement violente et brutale avec des civils. Ce sont des femmes avec des enfants dans le dos. On assiste à une exécution sommaire, sans jugement. On appelle ça des exécutions extrajudiciaires. L'effet est juste dévastateur pour l'unité du Cameroun et pour la crédibilité de l'armée.
C'est absolument évident. Et ça nourrit encore une fois le ressentiment. Ça, bien loin de rapprocher les gens, ça les divise encore plus. Ça donne des justifications du passage à l'acte dans la violence. Les jeunes gens qui voient ces images dans le Nord sont juste outrés et sont encore beaucoup plus sensibles au discours, je dirais, de vengeance. Et Théophile Kouamouo, quel est le poids électoral de ces zones instables, le nord de Boko Haram et la région anglophone? La région anglophone, c'est quand même assez substantiel. L'extrême nord n'est pas entièrement contrôlé par Boko Haram, mais il est évident que, au-delà des équations mathématiques, il y a des équations symboliques. Et alors qu'une partie du pays déclare ne plus vouloir, en tout cas certaines forces dans cette partie du pays déclarent ne plus vouloir être des composantes du pays, les enjamber pour faire une élection au forceps, ça confirme quelque part, ça renforce quelque part leur discours. C'est-à-dire, on n'a pas besoin qu'il y ait la paix chez vous pour aller finalement au banquet de la démocratie que devrait être une élection. Ce n'est pas un très bon signal. Alors sur le volet électoral, on a constaté pour finir l'inscription de près de 300 000 nouveaux électeurs qui sont de fait jeunes. Le vote des jeunes, c'est la seule inconnue qui peut renverser Paul Biya, Laurent Larcher? Alors franchement, je ne crois pas une seconde que le vote sera renversé dimanche. Enfin, on peut assister à une surprise, mais tout indique que cette surprise n'existera pas. En revanche, il est évident que l'émergence de cette jeunesse est tout à fait intéressante. On a bien vu dans les 7 autres candidats, ils ont tous essayé de conquérir cette jeunesse. Il y a là, je dirais, on prend date pour la prochaine élection. Parce qu'évidemment, au prochain coup, Paul Biya ne sera plus, enfin, en principe, ne sera plus là. On assistera vraiment à l'après-Biya. Et la jeunesse sera le lieu de conquête du pouvoir pour le prochain candidat. C'est un vote acquis à l'opposition, le vote des jeunes, Théophile Kouamouo? On verra. A priori, c'est un vote qui est plus sensible aux sirènes de l'opposition, mais il faut quand même noter que l'inscription sur les listes électorales au Cameroun est encore très faible. Il y a à peu près 6 millions d'inscrits pour une population de 25 millions de personnes, entre 22 et 25 millions de Camerounais au Cameroun et à l'étranger. Le vote jeune ne pourra s'exprimer que si les conditions d'une inscription massive des jeunes sur les listes électorales sont garanties. Ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup. Laurent Larcher, chef du service Afrique à la Croix, Théophile Kouamouo, journaliste aux médias. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.